Tu peux t'entraîner dur, manger clean, dormir 8 heures par nuit. Mais si ton microbiote est déséquilibré, ton corps tournera au ralenti. Immunité, énergie, concentration, inflammation, tout commence dans ton microbiote. Tu veux comprendre pourquoi tu digères mal, pourquoi tu récupères mal, pourquoi ton système immunitaire est à plat. Sache déjà qu'une grande partie de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans ton intestin. Donc si ton microbiote est en vrac, ta santé mentale, hormonale et physique le sera aussi. Et ça, c'est la vraie base de la performance. Je suis coach Rico, préparateur physique depuis bientôt 8 ans, passionné de la santé fonctionnelle. J'ai envie ensemble que l'on explore le rôle du microbiote intestinal dans ta santé, dans ton bien-être et surtout dans ta performance physique. Mais avant de te parler de tout ça, je veux vraiment exclure le fait que je ne suis pas un médecin et que je ne me proclamerai jamais ce rôle. Je me contente juste d'explorer la santé fonctionnelle qui malheureusement a souvent été mal exploitée dans le cadre médical et surtout dans la transformation physique. Alors, avant de partir dans un processus hyper complexe, je tiens à préciser que je vais essayer de simplifier au maximum mes propos pour pas te perdre, parce que je sais que tous les propos vont être très complexes, très compliqués et que c'est pas tout le temps facile de comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on propose des consultations avec la Team Rico, c'est pour t'éclaircir au mieux par rapport à ton profil. Le microbiote intestinal est tout simplement un écosystème de micro-organismes. On va y retrouver des bactéries, des archées, des champignons, des virus qui sont en interaction étroite avec ton corps dans le tube digestif. Quand on parle de microbiote intestinal, on va retrouver la bouche, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Ce microcosme vit en symbiose étroite avec l'hôte, influençant la digestion, le métabolisme, l'immunité et les fonctions cérébrales. On estime environ à 10 000 milliards à 100 000 milliards de micro-organismes, soit autant que les cellules humaines. Chaque personne abrite des centaines d'espèces, représentant un patrimoine génétique que l'on appelle le métagénome, qui est 150 fois plus grand que notre propre génome. Ce métagénome, du coup, influence énormément notre métabolisme. Plusieurs revues hautement référencées, comme BMJ Gut, MDPI et BMC, le considèrent désormais comme un organe à part entière. Pourquoi? Parce qu'il va jouer des rôles essentiels. Il va déjà influencer l'absorption des nutriments avec la synthèse de vitamines, comme la vitamine du groupe B et la vitamine K. Il va permettre la modulation du système immunitaire et même des voies neuronales via l'axe intestin-cerveau. Mais ça, on y reviendra plus tard sur un sujet un peu plus détaillé. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est très important, c'est qu'il dégrade les fibres alimentaires pour produire des acides gras à chaîne courte, que l'on appelle aussi les SCFAs. Short Chain Fatty Acids, qui correspond tout simplement aux nutriments pour nos cellules. Je vais du coup te donner un peu plus de contexte parce que c'est très important de comprendre les SCFA. Quand tu vas manger des fibres alimentaires, donc comme tu peux trouver dans les légumes, les légumineuses, les fruits ou les céréales complètes, ton système digestif, lui, il ne peut pas les dégrader complètement. Ces fibres sont dites non digestibles par les enzymes humaines. Du coup, arrivées dans le côlon, ces fibres vont devenir du coup la nourriture de tes bactéries. Ce processus, on l'appelle la fermentation. Pendant cette fermentation, les bactéries transforment les fibres en différents composés, dont principalement 3 chaînes d'acides gras. L'acétate, le plus abondant, diffusé dans l'ensemble du corps, utilisé par les muscles et le foie. La propionate, absorbé par le foie, impliqué dans la régulation de la glycémie. Le butyrate, bien sûr, le carburant essentiel pour les cellules du côlon, anti-inflammatoire. En conclusion, ils jouent tous un rôle clé dans l'économie énergétique de l'hôte. Servant de carburant pour les cellules intestinales, ajuste le pH du côlon, favorise la production de mucus et régule le système immunitaire local. Je t'avais dit un peu qu'on allait revenir sur la modulation des voies neuronales via l'axe intestin-cerveau. On se demande souvent pourquoi il y a des changements d'humeur quand on a des soucis digestifs. On va être souvent fatigué, avec des humeurs un peu noires, des douleurs gastriques qui vont souvent même impacter ton estime de toi. Il faut savoir que les SCFA influencent ce que l'on appelle le crosstalk microbiote cerveau via les voies immunitaires, endocrines et nerveuse, ce qu'on appelle aussi souvent le nerf vague. Il va automatiquement moduler les neurotransmetteurs, dont la sérotonine, l'hormone du bonheur, je le rappelle, qui est sécrée à 95% dans les intestins, de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et la neuroinflammation. Certaines études lient les SCFA à des troubles neurologiques, comme l'Alzheimer, le Parkinson, voire SILA dans un contexte thérapeutique exploratoire. Tout ça pour dire que quand je vous parle du triangle de performance avec la Team Rico, ce n'est pas pour rien. Si tu n'en as jamais entendu parler, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le triangle de performance. Je te mets le lien directement dans la légende de cette vidéo. Je
passe le rôle de chaque organe du microbiote intestinal car sinon j'en suis sûr que tu vas t'endormir sur la vidéo. Et puis je pense que si tu es encore sur cette vidéo justement, c'est que tu aimerais des réponses à la question suivante. Comment savoir si j'ai un problème au microbiote intestinal? Déjà, pour que tu te rappelles, un déséquilibre du microbiote peut se manifester dans plusieurs sphères du corps, souvent sans lien direct apparent avec l'intestin. Voici les principaux signaux classés par système. Donc la première, signaux digestifs évidents. Ballonnement fréquent, flatulence excessive, digestion lente, sensation de lourdeur après les repas, constipation ou diarrhée chronique, douleur abdominale récurrente, même légère, intolérance alimentaire, gluten, lactose, etc., mauvaise haleine persistante. Ces signes traduisent souvent une prolifération bactérienne anormale ou une perte de diversité microbienne. Deuxième type de signaux, fatigue chronique et baisse d'énergie. Tu dors, tu manges bien, tu t'entraînes modérément et pourtant tu es épuisé. Le microbiote mal équilibré perturbe l'assimilation des nutriments, vitamines, minéraux et influe sur l'axe intestin-cerveau. Les études prouvent que le SCFase produit par un microbiote sain participe à l'énergie mitochondriale. Si celui-ci est perturbé, alors on retombe sur les signaux digestifs spécifiés auparavant. Les troisièmes signaux sont les troubles neurologiques et cognitifs. Brouillard mental, troubles de concentration, anxiété, stress, dépression légère, saut d'humeur. Ne pas oublier, je l'ai déjà dit, mais je me répète, 95% de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être, est produite dans l'intestin. Une dysbiose peut déséquilibrer les neurotransmetteurs. On y reviendra très prochainement. Les quatrièmes signaux, c'est la baisse de l'immunité, les infections fréquentes, les rhumes, les maux de gorge, les inflammations chroniques basses, les douleurs diffuses, articulaires, l'apparition ou l'aggravation de maladies auto-immunes. 70% du système immunitaire est localisé autour de l'intestin, que l'on appelle le GALT, qui signifie Gut Associated Lymphoid Tissues. C'est un ensemble de tissus immunitaires situés dans la paroi de l'intestin qui constitue la principale barrière de défense immunitaire du corps. Il fait partie du système immunitaire muqueux, MALT, M-A-L-T, qui veut dire en anglais Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Il surveille en permanence ce qui se passe dans la lumière intestinale, les aliments, les bactéries, les toxines. Il détecte les pathogènes et déclenche une réponse immunitaire rapide si nécessaire. Et il va tolérer les bonnes bactéries du microbiote et les nutriments. Rôle de régulation immunitaire. Bref, on s'égare, mais comme tu peux voir, le microbiote, c'est un complexe métabolique tellement important dans l'organisme. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que c'est souvent le deuxième cerveau du corps humain. Les cinquièmes signaux, problèmes métaboliques et prise de poids inexpliquée. Résistance à la perte de graisse, malgré une bonne hygiène de vie, hypoglycémie réactionnelle, fringale sucrée, inflammation de bas grade, les CRP élevés, la fatigue, la rétention d'eau. Certaines espèces bactériennes favorisent le stockage des calories et perturbent la régulation glycémique. Les sixièmes signaux sont les manifestations cutanées. L'acné inflammatoire, l'eczéma, le psoriasis, peau terne, teint gris, cernes marquées. L'axe intestin-peau est de plus en plus documenté. Une porosité intestinale ou une inflammation chronique peuvent favoriser les troubles dermatologiques. Ne pas oublier qu'il est souvent interféré par l'interaction hormonale, encore une fois très complexe. Petit aparté d'ailleurs, cela peut provoquer aussi des troubles hormonaux chez la femme. Les SPM marqués, les douleurs menstruelles exacerbées, l'acné hormonal et du coup la perturbation de l'axe oestrogène-progestérone. Un microbiote déséquilibré modifie la recirculation des oestrogènes et du coup va perturber l'équilibre hormonal via l'enzyme bêta-glucuronidase. Promis, aujourd'hui on parle pas de ça. Après, si ça t'intéresse de parler du système hormonal, tu me le dis en commentaire, comme d'habitude. Pour conclure ce chapitre, un microbiote déséquilibré, ce n'est pas juste des ballonnements. C'est ton humeur, ta récupération, ta concentration, ton immunité, ta peau, ton poids, qui prennent tous un coup. Donc, si tu n'écoutes pas ces signaux, tu risques de chronifier l'inflammation de ton corps, silencieusement en plus. Car oui, au début, tu ne verras pas forcément ces marqueurs sur une prise de sang. Si tu commences à les voir justement sur cette prise de sang, souvent ça exprime un contexte un peu plus grave et beaucoup plus complexe. Là, tu te dis, mais attends, mais Rico, il vient de me lister tous mes symptômes, comment j'ai pu avoir tout ça? Alors, je vais encore une fois te donner une liste, mais si tu veux en savoir davantage sur comment régler tout ça, justement, je t'invite à prendre une consultation, le lien sera directement dans la bio de cette vidéo, et on pourra réellement travailler sur ton cas et comprendre d'où vient tout ça. La première cause d'un dérèglement du microbiote intestinal, c'est les antibiotiques et les médicaments. Les antibiotiques à large spectre détruisent de nombreuses bactéries bénéfiques, réduisent la diversité et permettent à des pathogènes de proliférer. Les dérèglements peuvent persister des mois, voire des années après le traitement. D'autres traitements, comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore les antiviraux, affectent aussi gravement le microbiote intestinal. Et pour les femmes, j'ai remarqué malheureusement que les traitements hormonaux non appropriés ont causé pas mal de désagréments du microbiote intestinal. La deuxième cause, c'est la diète déséquilibrée. Un apport excessif en graisses saturées, sucre raffiné
et aliments ultra transformés réduisent automatiquement la diversité microbienne et du coup va favoriser ce qu'on appelle les pathobiontes. C'est tout simplement une bactérie présente dans ton microbiote, mais quand il est soumis à un déséquilibre intestinal, il devient pathogène. Une diète déséquilibrée va aussi augmenter le déficit en fibres prébiotiques qui empêchent la production des SCFAs et du coup va fragiliser la barrière intestinale. Et bien sûr les régimes drastiques. Les jeûnes prolongés, la malnutrition, les diètes exclusivement liquides vont modifier rapidement la composition bactérienne. La troisième, et pour moi la plus importante, ça va être le stress psychologique et physique. Pourquoi? Le stress active l'axe HPA, ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui va modifier la motricité intestinale et l'environnement microbien, donc le pH, la muqueuse, et déséquilibrant du coup la flore intestinale. Les situations extrêmes, comme le voyage, le traumatisme, l'intense activité physique, peuvent aussi déclencher une dysbiose. Je vous parle de dysbiose et de pathologies associées au microbiote dans le prochain chapitre. Quatrième cause, les inflammations et infections. Les maladies inflammatoires chroniques, MICI, comme la maladie de Crohn, les infections digestives et parasitoses créent un environnement propice aux entérobactéries pathogènes. Les réactions immunitaires génèrent des molécules pro-inflammatoires altérant la diversité microbienne. La cinquième cause, les facteurs internes, génétiques, immunitaires, âge. Les prédispositions génétiques, immaturité du système immunitaire, modifient la composition microbienne naturelle. Le vieillissement s'accompagne du coup souvent d'une baisse de diversité globale du microbiote. La sixième cause, c'est l'exposition environnementale. La pollution, les métaux lourds, les radiations et même l'utilisation d'énémas répétés perturbent la flore intestinale. Les infections répétées comme les HIV, les hépatites forcent l'équilibre immunitaire, perturbant le microbiote. Alors je sais, ça fait beaucoup, mais je te rassure, tu n'es pas foutu pour autant. Que tu sois un homme ou une femme, il existe des protocoles pour chaque pathologie fonctionnelle. Mais encore, faut-il savoir quelles sont les pathologies associées. Avant de partir sur les différentes sources de pathologie, il faut comprendre qu'une perturbation du microbiote intestinal est appelée une dysbiose. Une dysbiose est une perturbation de la composition, de la diversité ou des fonctions métaboliques du microbiote intestinal associée à un état pathologique ou inflammatoire. En gros, pour schématiser, ce n'est pas qu'il y a trop ou pas assez de bactéries, c'est que l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises sont rompus, ce qui va automatiquement perturber le système digestif, le système immunitaire et le système métabolique, voire même le neurologique. Il existe 3 types de dysbiose selon la littérature. La perte de diversité, moins d'espèces bactériennes bénéfiques, donc moins de fonctions protectrices. Le 2, croissance excessive de pathobiontes, trop de bactéries potentiellement inflammatoires égale inflammation, perméabilité intestinale. Et le troisième type, l'altération des fonctions métaboliques. Les bactéries sont présentes, mais elles ne produisent plus les bons métabolites, donc les SCFA, les vitamines, etc. Ce qui va provoquer un manque d'énergie et des troubles immunitaires. Si ton microbiote ne joue plus son rôle correctement, tu risques d'avoir des conséquences comme inflammation dite de bas grade, la perméabilité intestinale accrue appelée leaky gut, des dérèglements immunitaires, une baisse de production de nutriments clés, vitamine B, K, SCFAs, le déséquilibre neurochimique, sérotonine, dopamine, GABA, et j'en passe. Maintenant que tu as compris ça, on peut parler des pathologies associées à une dysbiose du microbiote intestinal. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. La deuxième pathologie, souvent associée, c'est le syndrome de l'intestin irritable, SII ou IBS en anglais. Dysbiose fréquente avec diminution des lactobacillus et bifidobacterium, ce que l'on appelle les probiotiques dits naturels, que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans les probiotiques en complément alimentaire. L'augmentation d'Escherichia coli et Proteobacteria, c'est une souche et groupe de bactéries qui, en excès, créent des douleurs abdominales, perturbation du transit et activation immunitaire, ainsi qu'une production excessive des toxines et des gaz. La troisième pathologie associée à la dysbiose, c'est l'obésité, diabète et maladies métaboliques. La dysbiose, caractérisée par la perte de bactéries produisant du butyrate, favorisant l'insulinorésistance, l'inflammation chronique, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. La quatrième pathologie, c'est les infections à clostridoïdes difficiles. Un classique, après les antibiotiques, cette bactérie s'implante et provoque des colites graves et récidivantes. Cinquième, les cancers colorectaux. La dysbiose et exposition accrue aux acides biliaires secondaires génèrent du stress oxydatif et des dommages à l'ADN, favorisant la carcinogénèse colorectale. Sixième pathologie, les troubles neurologiques et neurodéveloppementaux. La dysbiose liée à l'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, autisme, anxiété, dépression. Le microbiote communique avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau justement. Ça va donc influencer l'inflammation et les neurotransmetteurs.
Les 7e pathologies sont les maladies auto-immunes et inflammatoires systémiques. Les polyarthrites rhumatoïdes. La dysbiose va altérer le métabolisme avec les acides biliaires, provoquant inflammation articulaire et marqueurs auto-immuns. Allergie et asthme. Une altération précoce du microbiote augmente les réactions allergiques. La dernière pathologie associée sont les troubles de la motricité intestinale. Le dysfonctionnement du microbiote favorise les troubles du transit, motilité altérée et constipation ou diarrhée non infectieuse. Bref, si là, tu n'as pas compris l'importance d'un microbiote sain, je ne sais pas ce que je peux te dire de plus pour que tu fasses un minimum attention à ta santé physiologique. Alors là, je me doute, avec tout ça, tu dois avoir mal au crâne, mais tu attends sans doute des réponses à cette question. Maintenant, je vais te donner des pistes, mais en aucun cas y aller tête baissée sans savoir réellement ce que tu as. Je le répète. Je ne suis pas un médecin, juste un coach qui connaît le microbiote intestinal. Donc en aucun cas, aujourd'hui dans cette vidéo, il y aura prescription médicale, juste un petit guide pour t'orienter. Il est très complexe de proposer des protocoles dans cette vidéo car chaque profil est atypique et différent. Je te donne ici quelques pistes, mais rien de précis que tu peux suivre à la lettre. La première, c'est une alimentation ciblée et des apports en fibres microbiote accessibles. Inuline, fructoligosaccharides, amidon résistant. Les sources, les légumes, légumineuses, céréales complètes, topinambour, bananes vertes. Une étude clinique a proposé un apport de 30 grammes par jour de fibres MAC. C'est ce qu'on appelle les fibres microbiote accessibles, qui vont améliorer la diversité microbienne et résister aux effets des antibiotiques. La deuxième piste, c'est la phytothérapie et les plantes bioactives. Plusieurs phytocomposés influent positivement sur la flore. Les polyphénols chez l'animal favorisent lactobacilli et réduisent les agents pathogènes, comme le thé et le café. Les huiles essentielles et composants, comme la menthe poivrée ou le psyllium, ont un effet prébiotique, soulagent souvent le SIC, donc le syndrome des intestins irritables. Les herbes classiques, berbérine, ginseng, favorisent la barrière intestinale et diversifient des bonnes bactéries, utiles notamment dans les troubles neuro-inflammatoires. Troisième piste, le rôle des minéraux et micronutriments. Le magnésium. Alors attention à la source de magnésium utilisée. Le plus assimilable reste le magnésium bisglycinate et taurinate. Mais attention aux interférences digestives. Cela reste à mon sens un des minéraux les plus importants, indispensable dans l'ensemble de ta vie et encore plus si tu souffres d'un déséquilibre du microbiote intestinal. Le fer et le zinc, modulant l'équilibre bactérien. Ces deux minéraux sont très souvent utilisés chez la femme en fonction des variations du cycle hormonal. Pour ma part, il faut savoir que j'étais souvent carencé de ces deux composants, ce qui impactait fortement mon cuir chevelu avec du psoriasis et des plaques de squat. Quatrième piste, la stratégie alimentaire, hygiène de vie et personnalisation. Le régime dit low FODMAP, ce qu'on appelle un régime sans résidus. En cas de syndrome de l'intestin irritable, réduit les fermentations excessives permettant de rééquilibrer la flore. Quand je parle de personnalisation, chaque microbiote est unique. Certains profils ne répondent pas aux mêmes fibres ou plantes. Donc je me répète encore, mais ne te lance pas tête baissée car il existe tellement de protocoles qui peut t'induire aussi en erreur. L'hygiène de vie, on l'oublie souvent, mais ton environnement pro, perso, ta charge mentale, tes habitudes émotionnelles peuvent contribuer à une dégradation ou une amélioration du microbiote. L'aspect psychologique et les routines associées ont un rôle déterminant pour la résolution de tes problèmes physiologiques. Alors oui, il existe plein d'autres plantes et de phytoactifs bénéfiques comme la curcumine, les vitamines du groupe B, les probiotiques, le cumin noir, l'extrait de gombo, le ginseng, le gingembre, bref, j'en passe. On peut faire la liste, elle est interminable. Malheureusement, je ne peux pas tout te donner et je ne peux pas te donner plus de précision car comme je l'ai dit auparavant, chaque profil est différent. On parle de santé, je ne sais pas si tu mesures, on parle de ta santé. Rien ne doit être réalisé au hasard. Et c'est pour ça que l'on propose une consultation offerte dans la Team Rico. Pour tout simplement toutes les personnes qui souffrent de pathologies, de symptômes au quotidien. Il existe des tests que tu peux réaliser pour déterminer si ton microbiote intestinal est impacté. Je le préconise, moi, quand je trouve que le profil est très poussif et délicat. Pour la plupart, les symptômes du quotidien nous permettent de déterminer la pathologie fonctionnelle qui se cache derrière tout ça. Donc, tu n'as pas forcément besoin, à part en cas d'extrême nécessité, de réaliser un test qui sera plutôt onéreux. Les tests comme les IgG sanguins, les pinceaux, les tests salivaires, les chromatographies sur sel, les tests d'intolérance, très peu viable. Ouais, je sais, on entend souvent parler de ces tests, mais ils sont fréquemment inutiles en vrai de vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ne reflètent pas la production de gaz bactérienne, de détection de sucre non digéré inconstante et non corrélée aux symptômes. Le test respiratoire d'hydrogène et de méthane est considéré comme la référence la plus fiable pour évaluer l'état du microbiote intestinal. Le test mesure directement les gaz produits par les bactéries du petit intestin après une charge de sucre, lactulose, glucose. Il permet de diagnostiquer le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est le SIBO.
ainsi que les malabsorptions, lactose, fructose, avec une sensibilité et une spécificité scientifiquement établies. L'ajout du méthane va améliorer le diagnostic, notamment pour les personnes ne produisant pas d'hydrogène. Il est non invasif, accessible, normalisé et contrairement à l'aspiration duodénale, qui est vraiment coûteuse et invasive aussi d'ailleurs, et peu fiable. Bref. Si tu veux savoir davantage ce que tu as dans ton microbiote, le test d'hydrogène-méthane est plus valeur sûre. Cela reste tout de même un investissement, on va pas se mentir, alors ça dépend où tu vas trouver, mais en moyenne, ce test-là va coûter entre 130 et 180 euros. Ce test va te permettre de déceler si tu as un SIBO, qui est tout simplement une prolifération bactérienne, je t'en ai déjà parlé, dans l'intestin grêle au lieu du côlon. Les symptômes, production de gaz excessif, malabsorption, douleur, ballonnement, dysbiose typique, migration de bactéries coliques. Il existe d'autres pathologies fonctionnelles comme la candidose qui représente une prolifération excessive de levures du genre candida, souvent post-antibiotique, sucrerie, immunodépression. Il peut causer fatigue, ballonnement, mycose à répétition, brouillard mental. Le leaky gut, appelé perméabilité intestinale, qui est quant à lui une barrière intestinale fragilisée, ce qui va laisser passer les toxines et les antigènes. D'ailleurs, c'est souvent lié à une dysbiose, à des pathobiontes ou une inflammation chronique. Cela active le système immunitaire avec des inflammations et une auto-immunité. La dysbiose fongique parasitaire est quant à elle une surcroissance de champignons et de protozoaires hors candida. Celui-ci perturbe la flore bactérienne, altère la digestion et favorise les inflammations silencieuses. Le dernier parmi tant d'autres, que l'on retrouve souvent d'ailleurs, c'est l'intolérance à l'histamine, qui est un déficit en DAO, diaminoxydase, une enzyme chargée de dégrader l'histamine dans ton intestin, ou déséquilibre bactérien producteur d'histamine lié à des déséquilibres spécifiques du microbiote. Cela peut donner des flushs, c'est des rougeurs au visage, chaleur interne, etc., des migraines, voire même des troubles digestifs. Maintenant, s'il y a une pathologie que j'ai citée, que tu aimerais que j'approfondisse, c'est maintenant ou jamais de me le dire en commentaire. Je n'hésiterai pas à faire une autre vidéo sur une pathologie spécifique qui reste encore très complexe et encore long à expliquer. En tout cas, j'espère que je t'aurai apporté un maximum d'informations sur le microbiote intestinal. Merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout la vidéo. Pense à liker, bien sûr à commenter, n'hésite pas à soutenir cette vidéo et bien sûr à t'abonner car il y a pas mal de projets qui vont arriver. Donc tiens-toi prêt. Allez, tchuss!